Alors la deuxième thématique retenue est le télétravail. Alors le télétravail dont bénéficiaient déjà 53% des salariés de l'assurance en 2020 continue donc sa progression exponentielle et intéresse 61% des salariés. La durée moyenne progresse elle aussi de manière notable pour atteindre donc 92 jours, soit 17 jours de plus qu'en 2020. Donc 65% des femmes télétravaillent et parmi les hommes, un peu moins de 55%, donc pour une durée moyenne de 92 jours pour les hommes et les femmes. Pour les cadres et les non-cadres, donc des différences plus importantes, donc avec toujours une appétence plus marquée chez les cadres. 67% télétravaillent donc en moyenne 95 jours versus 53% et 88 jours pour les non-cadres. Près de 67% des temps partiels télétravaillent. Plus le niveau de diplôme donc est élevé et plus la part des télétravailleurs est importante, avec tout de même près de 55% des télétravailleurs parmi les niveaux inférieurs ou égaux au bac. Alors, les domaines de métier donc, qui télétravaillent le plus longtemps donc, sont dans l'ordre relations clients et opérations d'assurance avec 100 jours. Suivi donc de l'environnement de travail et le pilotage économique, comptable et financier, avec donc pour tous les trois une moyenne de jours télétravaillés donc supérieure à la moyenne de branche. Et pour les domaines de métier donc, qui recourent le plus au télétravail, donc en tête projet d'organisation et de transformation, donc suivi de ressources humaines et système d'information. Merci Narges. On nous demande le taux de transformation des alternants en CDI dans les entreprises. Alors la question était destinée plus particulièrement à Elodie concernant Allianz. On ne va pas faire un zoom spécifique sur une entreprise invitée à cette table ronde, sauf si elle souhaite apporter des précisions. Mais je voudrais simplement, parce que c'est une question qui revient de manière assez régulière, pour savoir quel est le taux de transformation quand on est alternant, qu'on a obtenu son diplôme. Est-ce qu'on reste dans l'entreprise où on a été formé? Oui, nous aussi, on aimerait bien le savoir. On aimerait bien le savoir parce que, alors, au-delà des limites techniques sur la manière dont notre enquête annuelle est constituée, qui reste une enquête anonyme. Et donc, on ne peut pas faire de traçabilité des personnes, notamment lorsqu'elles changent d'entreprise. Même lorsqu'elles changent d'entreprise sans forcément changer de groupe. Quelqu'un qui passerait d'une caisse régionale à une autre ou d'une filiale d'Allianz à une autre, elle garde son ancienneté bien évidemment, mais souvent elle change de numéro d'ordre, ce qu'on appelle nous un numéro d'ordre pour pas dire un numéro de matricule, parce qu'en réalité voilà, on ne sait pas à quoi ça correspond. Mais il y a quand même des choses à considérer par rapport à cette question. C'est que d'abord, on a des poursuites d'études. Donc quand on recrute quelqu'un à niveau bac dans la finalité d'obtenir un bac plus 2, une fois qu'il a son bac plus 2, il va sûrement vouloir passer une licence pour valider un niveau bac plus 3 dans la logique européenne LMD. Donc du coup, il reste alternant. Il est toujours dans la course des alternants et il ne demande pas à être CDIsé. Puis une fois qu'il a sa licence, il va faire un master. Il y en a de plus en plus. Et on voit dans les chiffres, dans les recrutements, c'était une population croissante. Et donc, il part sur un M1. Et puis après son M1, souvent, soit il y a une année de césure, souvent de plus en plus, soit il veut faire son M2, mais pas nécessairement dans la même entreprise. Et c'est vrai que les jeunes, de plus en plus, ont du mal, ou ne souhaitent pas, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur derrière, s'engager tout de suite ou se positionner tout de suite, à la fois dans un métier en particulier et au sein d'une entreprise en particulier. Donc on reviendra sur ce sujet-là, Michel nous en parlera tout à l'heure, mais on voit que les jeunes veulent d'abord explorer différents univers de métiers, différentes entreprises, avant de décider de poser les valises, j'ai envie de dire. Donc si on met tout ça bout à bout, ma foi, il y en a grosso modo, c'est une estimation qui n'engage que moi, il y en a moins d'1 sur 2 qui est dans une position à être CDIsé. Alors je ne parle pas non plus de ceux qui pourraient éventuellement carrément quitter le secteur de l'assurance, ce qui à mon avis doit être marginal. Mais voilà quelques éléments, alors je réponds sans répondre, mais il y a tous ces éléments-là à prendre en compte. Marianne, tu veux réagir? Oui, je voulais juste... moi j'ai noté depuis à peu près 5 ans le fait qu'on a pu avoir des jeunes en alternance, et comme tu le dis, soit ils
ils prolongent des études, soit ils vont travailler ailleurs, et ensuite ils reviennent chez nous. Parce que on fait beaucoup plus travailler le réseau, on conserve beaucoup plus les liens avec nos anciens alternants, on travaille beaucoup plus, mais pas qu'avec la population d'alternants, avec les autres collaborateurs aussi qui nous quittent, le off-boarding, avec les collaborateurs qu'on souhaite un jour ou l'autre recruter de nouveau, parce que c'est des gens avec lesquels on s'est bien entendu, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, et on se dit pour autant on va pas couper les liens. Et en fait, je te rejoins Norbert, je pense que l'étude serait intéressante, pas forcément simple, alors je dis pas qu'il faut la soumettre, mais en attendant, de regarder effectivement la stabilisation au sens large de l'alternance, y compris avec des gens qui nous ont quittés, qui sont revenus. Oui, les salariés boomerang. Exactement, mais je partage complètement. Effectivement, la question était pour Allianz. C'est effectivement, cette transformation est assez compliquée parce qu'on a des alternants effectivement en M1 qui vont aller voir une autre entreprise ou un autre domaine. J'ai eu l'expérience d'avoir dans mon équipe une jeune fille qui était en formation et son souhait, on a travaillé avec elle, on a réfléchi avec elle et en fait, elle souhaite aller voir un autre domaine RH. Donc, on l'a accompagnée sur une autre alternance en dehors de l'entreprise. Mais effectivement, on a à cœur dans les entreprises, dans les assurances, de travailler sur nos viviers d'alternants et de se dire c'est un vrai vivier, ce sont des pépites, des futurs talents. Bien sûr, après avoir fait peut-être 2 ou 3 ans, parce que des fois c'est ce qui se passe quand même dans nos entreprises, ils restent 2 à 3 ans en alternance sur leur diplôme, ils ont envie d'aller voir ailleurs, et ce qui est normal, et on garde effectivement ce lien avec eux pour se dire, on les garde, et ils peuvent ensuite revenir dans nos métiers avec nous. Merci pour ces précisions. Oui, je trouvais intéressant de revenir sur ce graphique qui montre à la fois l'évolution du taux d'accès à la formation. Finalement, c'est un peu la même approche que quand on parle de télétravail. C'est un peu la même approche que quand on parle de formation, parce qu'à la fois il y a une notion de taux d'accès et puis de durée moyenne. Alors non pas de formation, mais de temps télétravaillé. On n'aborde pas la question des coûts, c'est pas le sujet. Mais on voit que, moi j'ai le souvenir en 2020 où on nous parlait finalement au niveau national, au moment du premier confinement, que la France n'était pas prête à télétravailler, à continuer de produire, parce que le télétravail finalement n'était pas déployé, et on estimait qu'au niveau national, ce qui fait lien avec une question que j'ai relevée sur le chat, et on estimait à 3% le nombre de salariés télétravaillants au niveau national. Alors, il faut faire la part des choses, effectivement, entre ce qui est télétravaillable, les postes et les activités qui sont télétravaillables ou pas. Mais relevons quand même qu'en ce qui concerne le secteur de l'assurance, on était déjà à 23,5%. Avant le confinement. Donc ce qui est remarquable, Élodie, tu soulignais le dynamisme de nos entreprises et puis son ancrage finalement dans cette révolution digitale qui est à l'œuvre. Je crois que là, les chiffres, avant même le confinement, 1 salarié sur 4 était déjà télétravailleur. Et puis pendant la période de confinement, et là il y a la direction des affaires sociales qui est également présente et qui consolidait les chiffres au niveau de la profession, on a dû monter à 98%, quelque chose comme ça, de télétravailleurs sur des périodes de pic. Donc voilà, nous sommes une profession qui est largement ancrée et qui a intégré comme un mode de fonctionnement normal, en tout cas comme une variable normale dans son approche organisationnelle, le télétravail. Et puis des durées qui augmentent également à l'avenant. Un premier commentaire déjà sur ces chiffres. Vous êtes surprise de l'ampleur finalement du déploiement du télétravail dans l'assurance, ou c'est quelque chose qui vous paraissait déjà pleinement intégré ? On voit vraiment une accélération avec le Covid parce qu'on est plusieurs entreprises à avoir négocié nos accords à ces moments-là. Nous, c'est bien tombé. C'est tombé en 2020, la renégociation, mais on sait qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont négocié en 2021. Donc ça a vraiment permis de montrer à certains métiers qui disaient « ce n'est pas possible de télétravailler sur mon métier », que finalement, avec le confinement, c'est possible. Par contre, il y a un vrai sujet, c'est comment on trouve ce bon équilibre et comment on accompagne le changement dans ces modes qu'on appelle dits hybrides aujourd'hui. Nous, on est resté sur un taux de télétravail maximum de 60%. Ils ont des formules entre 40 et 60% dans les équipes, parce qu'on a à cœur d'accompagner ce changement de fonctionnement. Comment on maintient le lien social entre les équipes, comment on accompagne les managers à détecter un certain nombre de signaux faibles qui auparavant ils pouvaient les détecter sur site, sur un plateau, dans une réunion. Il y avait vraiment cet aspect physique et donc cette détection des signaux faibles était beaucoup plus simple. Comment on les accompagne avec ce mode hybride à accompagner tout ça
comment on remet de l'informel dans un monde hybride où on prévoit, on se croise pas à la machine à café, mais on prévoit un point Teams pour échanger d'un sujet. Donc il y a tout cet accompagnement au changement. Donc ces taux de télétravail qui montent sont évidemment très positifs par rapport à l'évolution aujourd'hui de la société. Mais il faut effectivement trouver ce bon curseur d'accompagnement au changement et maintenir ce relationnel dans les équipes au service de la performance et du bon fonctionnement des équipes, bien sûr, tout en permettant cet équilibre vie privée, vie professionnelle. Alors chez Groupama Assurance Mutuelle, nous on avait signé notre premier accord en 2017 et on voyait bien que il y avait un changement de culture, mais on pouvait aller jusqu'à 2 jours, mais les personnes qui choisissaient le télétravail restaient à 1 jour par semaine. Donc chez Groupama Assurance Mutuelle, il y a plus de 90% de cadres, donc des activités télétravaillables. Et tu le soulignais, Norbert, tout le monde, nous on est dans un métier où quand même le télétravail est possible avec nos activités. Donc crise Covid, donc là on s'aperçoit, même les plus récalcitrants et se rendre compte que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on est 95% de l'effectif qui est à 2 jours de télétravail. Alors, on a des collaborateurs, certains, des organisations syndicales qui souhaiteraient que parfois on aille plus que 2 jours. C'est de moins en moins vrai. Pour les raisons que tu viens d'évoquer, Élodie, c'est qu'effectivement, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Moi, j'ai un peu l'impression que ce sera d'ailleurs le sujet sur lequel les fonctions RH vont devoir réfléchir encore plus, si ce n'est ce qu'elles ont déjà initié. Mais la question du collectif en 2023, je pense qu'il va falloir qu'on s'interroge comment on fait fonctionner tout ça avec des collaborateurs qui sont pas sur site en même temps, qui se voient de moins en moins. Donc là, il y a vraiment des enjeux. On a appris à fonctionner à distance sur un plan un peu logistique avec les outils, mais là on voit bien que l'enjeu il est d'une autre étape. C'est pas très simple et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi des enjeux d'attractivité avec le télétravail. Alors le télétravail, quand on connaît très bien les collaborateurs et les équipes, parce que ça fait quelques années qu'on fonctionne ensemble, c'est une chose, mais avec des nouveaux collaborateurs, c'en est une autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un champ qui s'ouvre à nous, qui est très important, et il y a de fortes attentes de la part des opérationnels qui parfois sont un peu démunis sur cette problématique. Mais après, incontestablement, sur la qualité de vie, c'est aussi un plus. Même si, je te rejoins, Élodie, il faut être attentif quand même aux signaux faibles et puis parfois à des situations d'isolement. Oui, effectivement, on sent bien qu'il y a des enjeux d'outils, mais je pense que maintenant on les a dépassés. On ne veut pas dire que les équipements sont arrivés au top de ce que l'on pouvait proposer, mais en tout état de cause, sur les principes de base, sur les paramétrages, etc., sur tous ces aspects-là, je crois qu'aujourd'hui, la conférence d'aujourd'hui, qui est davantage suivie à distance qu'en présentiel, en est sans doute une démonstration. Après, l'enjeu, il est sans doute effectivement dans la manière de repenser le vivre ensemble dans le contexte de l'entreprise et de produire ensemble. Et ça, effectivement, c'est une évolution culturelle qui est parfois difficile parce que c'est pas le même temps, le temps de la machine, le temps de la mise en place d'un outil nouveau, et le temps de l'apprentissage de cet outil, le temps de l'apprentissage de ce nouveau vivre ensemble. Pour tout le monde, pour les collaborateurs, pour les managers. Et donc, voilà, pourquoi aller au bureau ? Pourquoi en 2 mots ? C'est aussi parmi les questions qu'on peut se poser et auxquelles il va falloir trouver de nouvelles réponses. J'avais une question sur le chat qui était quelle est la tendance des modalités du télétravail en place ? Nombre de jours de télétravail par semaine, par mois, par an. Alors, il y a eu un certain nombre d'articles qui sont parus dans la presse, notamment nationale et dans la presse spécialisée. Je pense à quelques journaux spécialisés dans le monde de l'assurance. Les chiffres que l'on vous présente ici sont des données consolidées sur l'année 2021.
C'est-à-dire que dans notre enquête, pour vous expliquer un peu comment on arrive à ces chiffres-là, on demande pour chaque salarié qui figure dans notre enquête, parce qu'il y a une ligne d'information par salarié, il y a deux variables qui s'appellent télétravail, donc est-ce que la personne télétravaille, oui ou non, et si elle télétravaille, quel est le nombre de jours télétravaillés dans l'année. Donc voilà, sur un nombre de jours ouvrés qui est entre 200 et 210 jours, quelque chose comme ça, on relève qu'il y a en moyenne, sur l'ensemble des 153 300 salariés de la branche, 92 jours télétravaillés, et que lorsque les gens télétravaillent, et que ça concerne plus de 60% des salariés de l'assurance pour qui cette variable est cochée oui. Bon. Voilà comment les chiffres sont établis. Par rapport à ton point, Norbert, sur quelles sont les tendances, c'est qu'on ne nous demande pas forcément des jours fixes, mais d'aller vers plus de flexibilité. C'est-à-dire des jours de télétravail, certes oui, mais qu'on puisse les bouger en fonction des réunions que l'on a. C'est que ce soit pas forcément figé. Moi, j'ai la sensation qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément d'attente pour aller vers plus de télétravail, mais par contre, plus de flexibilité dans la capacité à les fixer. Oui, vas-y. Oui, je partage. C'est effectivement quelque chose qu'on voit de plus en plus. C'est comment je peux m'organiser en fonction de mes réunions, de ma vie personnelle, pour bouger ou pas mon télétravail. Une tendance aussi, je ne sais pas si vous l'avez, mais nous, on l'a intégré aussi dans notre accord en 2020, c'est aussi permettre aux alternants de télétravailler. Nous, c'est quelque chose qu'on permet et qu'ils apprécient vraiment. À partir du moment où on a travaillé avec eux quand même la phase d'intégration, qu'on a commencé à les rendre autonomes, on leur permet de télétravailler. Et ça également, pour eux, c'est une vraie valeur ajoutée pour s'organiser aussi par rapport à leurs études. C'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est une vraie tendance de se dire, quel que soit mon statut dans l'entreprise, CDD, stagiaire, alternant, moi aussi, j'ai envie de pouvoir télétravailler et adapter ma vie au travail avec ma vie personnelle. J'ai l'impression que, effectivement, un mouvement de fond dans les organisations de nos entreprises, quand on a parlé de décloisonnement, de sortir de l'entreprise en silo, d'un mode d'organisation très vertical pour passer à davantage de transversalité, on l'a fait surtout dans l'organisation, dans les organigrammes et dans les outils mis à disposition. Mais finalement, parce que justement, c'est une dimension culturelle à intégrer, qui est modifiée sur le fond, c'est aussi au niveau du management, sans doute. Alors, dans les deux sens, manager vis-à-vis des collaborateurs et les collaborateurs par rapport à l'image qu'ils ont du manager ou les attentes qu'ils expriment par rapport à leur manager, d'envisager finalement des relations qui soient plus dans la transversalité ou finalement dans une distribution des rôles différents. Le manager, vous me direz si vous partagez cette idée également, c'est celui qui est en responsabilité vis-à-vis de ses collaborateurs, c'est lui qui est responsable vis-à-vis de ses collaborateurs de leur fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement des objectifs que l'on s'est définis ensemble. Mais du coup, ça repositionne les rôles différemment, parce que c'est un partage de tâches et donc de responsabilités, plus qu'une logique un peu militaire telle qu'on l'a pu la connaître dans un passé lointain. Alors, j'avais une question là qui était restée un peu en souffrance de Philippe J, qui se reconnaîtra. On demandait, y a-t-il un impact de la réduction des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage imposés par France Compétences sur le nombre d'alternants? Alors là, on a des données qui sont arrêtées à 2021, au 31 décembre 2021, et on voit qu'on a des effectifs qui sont croissants d'année en année. On demandait ce qui allait se passer en 2020 avec la crise Covid. Donc on craignait un effondrement des chiffres, en tout cas pas forcément un effondrement, mais une baisse des chiffres, alors des effectifs consolidés et puis aussi des recrutements. On a vu que, pour reprendre le mot de Laurent Marquet l'année dernière, on n'a rien lâché. Et donc les entreprises ont continué de tenir les plans de charge et les recrutements qui étaient opérés. On se demandait cette année, sur 2021, qu'est-ce qu'il en sera, parce que les entreprises ont maintenu l'effort en 2020 et puis ont permis de passer le cap, mais est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir une baisse qui suivra? Alors, dans la consolidation des effectifs, mais ça, c'est la résultante de. Et on a vu que dans les recrutements, chaque année, on bat un nouveau record. Et puis, on est sur le top 1 du nombre de recrutements à rapporter aux 26 années, quand même, d'existence de l'Observatoire et de tenue des statistiques. Sur les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, un commentaire supplémentaire ou on considère que j'ai déjà répondu?
Oui. Bonjour, une petite question complémentaire sur le télétravail. Avez-vous mis en place du télétravail sur les fonctions réseau ? Encore une fois, moi, je suis sur la holding. Donc je pourrais pas vous répondre. Il y a eu dans des situations exceptionnelles de Covid, mais sinon, aujourd'hui, c'est pas... non, moi, j'évoque les fonctions support pour l'instant. C'est vrai que si on revient, à moins qu'Élodie, tu veuilles compléter. Juste nous, par essence, effectivement, on a une partie de la population, entre guillemets, qui est exclue de l'accord de télétravail. Pourquoi ? Parce qu'essence, ils sont nomades. Donc, par essence, entre guillemets, pas dire qu'ils télétravaillaient, parce que c'est pas la même définition derrière, mais ils étaient nomades. Ils sont toujours nomades, donc on les accompagne de la même manière. Oui, et enfin, nous, on n'a pas d'agents, c'est vraiment un certain nombre de collaborateurs, c'est pareil. Et du coup, ils étaient plus en avance sur sur des façons de travailler différentes. Par essence, ils étaient nomades, donc ils avaient déjà un fonctionnement, entre guillemets, d'équipe hybride. Donc c'est vraiment ça la différence qu'il y a eu entre les nomades et le télétravail. Oui, ce que j'allais dire, si on revient à la définition initiale qui a dû être posée, je crois, par la loi Warsmann de 2004, le télétravail correspond à une situation pour laquelle le travail aurait dû était ordinairement réalisé au bureau à l'entreprise et en l'occurrence n'est plus au bureau dans l'entreprise. Donc lorsqu'on a des postes qui par définition sont nomades sur le terrain, fondamentalement ils ne sont pas éligibles au télétravail puisque ce sont déjà des postes qui s'exercent en autonomie. Une question supplémentaire aussi sur l'évolution des effectifs. Comment expliquez-vous les principales raisons pour cette tendance haussière par rapport au secteur bancaire qui se comporte différemment depuis 5 ans ? Ça, c'est délicat de répondre en restant politiquement correct parce qu'ils sont dans l'autre partie du bâtiment, de l'autre côté. Je crois même qu'on a des caves communes entre France Assureur et la Fédération bancaire. J'ai pas dit ce qu'il y avait dans les caves. Mais je pense que tout simplement, sans polémiquer et puis sans jugement de valeur, je pense que depuis maintenant un certain nombre d'années, les stratégies alors vues au niveau de la branche, au niveau des branches, banque d'un côté et assurance de l'autre, même si ça peut rester très caricatural, sont des stratégies qui sont radicalement différentes. Au tournant des années 80, 1985, loi de réforme boursière. À partir de là, si on doit avoir un marqueur, les banques perdent le monopole de l'intermédiation des bancaires, des sociétés cotées, et donc du coup, elles entrent dans une logique de diversification qui correspond à vendre de l'assurance vie, puisque finalement, se constituer un capital ou le rembourser, c'est la même formule mathématique à un signe près. Et puis l'assurance et la gestion d'actifs, ce sont des métiers qui sont relativement proches, donc ils s'ancrent dans cette nouvelle stratégie. Ils se tournent également vers les populations des particuliers, TNS, PME, PMI. Le secteur de l'assurance, quant à lui, il a fait sa révolution stratégique, j'ai envie de dire. On va dire, là c'est 2001, le dégonflement de la bulle Internet. Donc il y avait déjà un certain nombre d'expérimentations qui avaient été faites de nouveaux modèles d'organisation. Je me tourne vers ma comparse d'Allianz, où en 1995, Allianz expérimentait les premières plateformes d'indemnisation pour soulager les agents généraux, justement, de la gestion des bris-glaces et des CADIS en IDA. Alors, vous avez sans doute mieux à faire en allant faire du chiffre d'affaires sur le terrain. Je caricature, mais c'était un peu ça l'idée. Et puis, finalement, le modèle est bon et il se développe à la fois sur l'indemnisation, sur la souscription, sur la gestion des contrats. Et à partir de 2001, le dégonflement de la bulle Internet, voilà, si on veut cranter un peu dans l'histoire, ça devient le modèle organisationnel de référence pour toutes les sociétés de la place, sociétés anonymes mutuelles. Et on y rajoute un élément supplémentaire. Je pense que c'est peut-être ça qui peut expliquer ce différentiel de tendance dans l'évolution des effectifs entre nos deux secteurs d'activité. C'est la prestation en nature. C'est-à-dire que dans le secteur de l'assurance, se rendant compte que finalement il y avait une forme de banalisation des contrats d'assurance et des garanties proposées, finalement qu'est-ce que l'on pouvait mettre en place pour se différencier d'un point de vue concurrentiel ? On était déjà dans un système ultra concurrentiel où finalement rien ne ressemble plus à un contrat d'assurance qu'un autre contrat d'assurance. Alors c'est pas forcément le même prix, mais si on paye moins cher dans un contexte concurrentiel, forcément c'est qu'on en a moins et qu'on est moins bien couvert. Donc à la vérité des prix, si on veut faire la différence, c'est peut-être pas sur le quoi du contrat d'assurance qu'on va le faire, mais sur le comment. C'est-à-dire sur la manière dont on délivre la promesse initiale faite à la souscription du contrat. Et c'est à partir, grosso modo, des années 2000 qu'une stratégie commune développée par les sociétés d'assurance, ça a été de proposer des prestations en nature et pas simplement une
une indemnisation pécuniaire. Et puisque c'est de la prestation en nature, ça veut dire qu'il faut accueillir le client quand il n'a pas de chance. Il faut lui expliquer ce qu'on va faire pour lui, comment ça va se mettre en place. Il faut coordonner, piloter tout un tas d'acteurs qui vont porter ces prestations en nature. Et tout ça, c'est de la relation client. Et la relation client, c'est chronophage. Et donc, ça demande de maintenir en place des effectifs. Donc je pense que c'est peut-être ça, une explication. Voilà, alors elle vaut ce qu'elle vaut et je l'assume à mon niveau, mais qui expliquerait pourquoi le secteur de l'assurance a eu finalement cette intelligence de miser sur la relation client pour ne pas perdre ce contact, cette proximité qui aujourd'hui fait toute la différence en période de révolution digitale. Plus on digitalise et plus il faut se rapprocher du client pour recréer du lien justement. Vous avez l'air d'opiner. Bon, si tout le monde est d'accord. Une différence aussi, me dit-on. Côté assurance, nous avons un accord de branche télétravail, pas dans la branche banque. Merci Fabienne.